Suivez-moi dans le sud-ouest des États-Unis, où je vais tenter d'élucider un des plus grands mystères de l'archéologie. Pourquoi les anciens peuples de cette région, les Anasazi, ont-ils construit ces incroyables habitations avant de les abandonner quelques dizaines d'années plus tard et de disparaître eux-mêmes mystérieusement? Pour résoudre le mystère, je vais prendre les airs, descendre des falaises en rappel et explorer certains des sites archéologiques les plus spectaculaires d'Amérique. À la recherche de la vérité. Je ne reculerai devant rien. Je vous retrouve là-bas. Mesa Verde, dans le sud-ouest du Colorado. C'est la région des canyons vertigineux, des hauts plateaux et des mystérieuses ruines précolombiennes. Depuis que ces villages abandonnés ont été découverts à la fin du 19e siècle, ils excitent la curiosité des visiteurs et des archéologues. C'est incroyable, non? Vous vous imaginez en train de construire une maison à flanc de montagne comme ça, et y vivre ensuite? Je m'appelle Josh Bernstein. J'ai toujours vécu ici, dans le sud-ouest américain. Mais je n'avais jamais pu élucider ce mystère, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les Anasazi se sont-ils installés sur le flanc de ces falaises? Et pourquoi ont-ils quitté la région quelques décennies plus tard, pour ne jamais y revenir? Ces questions sont au cœur du débat qui agite les archéologues et les Indiens d'Amérique. Ce qui est en jeu, c'est l'image traditionnelle de l'Anasazi pacifique. Tout le monde est à peu près d'accord sur le début de l'histoire. Les peuples qui seront plus tard connus sous le nom d'Anasazi ont commencé à cultiver cette partie de l'Ouest américain autour du 1er siècle. Pendant très longtemps, ils ont vécu en petits groupes éparpillés dans les vallées et sur les mésas. Mais au milieu du XIIIe siècle, quelque chose s'est passé. Les Anasazi ont commencé à se regrouper. Ils ont érigé de hauts murs autour de leurs habitations et parfois ils ont même construit des villages entiers dans des situations précaires, au bord des falaises. Et puis, moins de 50 ans plus tard, ils ont quitté leur maison, abandonnant derrière eux la plupart de leurs possessions, comme s'ils avaient l'intention de revenir. Mais au lieu de ça, ils se sont évanouis dans la nature. Ont-ils été envahis par une autre tribu? Ont-ils succombé à la sécheresse? Pourquoi cette civilisation complexe s'est-elle soudain effondrée? Que s'est-il passé? Mes recherches commencent avec Lorissa Kumawan. C'est une des gardes du parc national de Mesa Verde. Lorissa fait partie de la tribu des Hopi. Et depuis des années, elle guide les visiteurs sur les ruines. Les Hopi prétendent qu'ils descendent des Anasazi. Et Lorissa va pouvoir m'éclairer. Il n'y a aucune rivière, pas le moindre ruisseau au fond de ces canyons. Donc leur seule source d'eau devait être les suintements de la roche. Il n'y a pas d'eau en bas. La seule source, c'était... Au fond de ces grottes ici. On pense que c'est pour ça qu'ils ont quitté le sommet des mésas pour venir s'installer ici, le long des falaises. Si on a la source ici, pourquoi ne pas s'installer tout près? La réponse de Lorissa était pleine de bon sens, mais je trouvais qu'elle oubliait un point important. Les Anasazi pouvaient très bien accéder aux sources sans avoir à vivre à flanc de falaise. Pourquoi imposer un tel risque à toute la communauté? Aujourd'hui, beaucoup d'archéologues pensent que les anciens Anasazi avaient un côté bien plus sombre, caractérisé par les massacres et même le cannibalisme. Et si la violence était à l'origine de ce déménagement vers les falaises? Les habitations troglodytes de Mesa Verde sont impressionnantes, mais il y en a des centaines d'autres dans la région. Voir d'autres villages m'aiderait peut-être à comprendre pourquoi les Anasazi s'étaient déplacés. Mais il me fallait un point de vue radicalement différent. Ça, c'est un bimoteur biplace expérimental. Il n'a peut-être pas tous les équipements requis par les autorités, mais son cockpit ouvert en fait l'instrument idéal pour rechercher des habitations troglodytes. Ils s'occupent de leurs caméras et de leurs plans de vol. Mais ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de savoir si on va survivre.
Mon pilote, c'est Skip Langy. Il pilotait des Mustang P51 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas de parachute. Moi non plus, comme ça on est à égalité. Après ces quelques mots d'encouragement, on décolle dans un avion qui a l'air fait avec des élastiques et du balsa. Cette région s'appelle les Four Corners. C'est l'endroit où se touchent l'Arizona, le Colorado, l'Utah et le Nouveau-Mexique. C'était le cœur de la région Anasazi il y a plus de 1500 ans. C'est chouette de voler en plein air, on a l'impression d'être un oiseau. Aujourd'hui, l'ensemble de la région est recouvert de pins et de genévriers. Mais il y a 900 ans, il y avait ici des champs de maïs, des courges et des haricots. D'après les archéologues, dans cette région, la population Anasazi s'élevait à 40 ou 50 000 personnes. Alors c'est Lorissa qui aurait raison. Certaines de ces sources se seraient taries et ils auraient été forcés de quitter les lieux. J'essaie d'imaginer les efforts qu'il a fallu déployer pour quitter les plateaux et venir s'installer au flanc de ces falaises. Vivre au bord du gouffre, c'est bien l'expression. Imaginez les enfants, les personnes âgées vivant ici. Et c'est ce que les Anasazi ont fait partout, dans toute la région, même dans les canyons les plus tranquilles et les plus reculés. Pourquoi ont-ils brusquement déménagé? Pourquoi ont-ils pris tant de risques? Que leur offraient donc ces murs de pierre vertigineux qui justifieraient tant d'efforts? Pour répondre à cette question, il faut que je revienne sur Terre, là où je peux explorer les habitations troglodytes les plus reculées. Pour atteindre ces endroits quasi inaccessibles, je vais faire équipe avec Vaughn Adenfeld. Vaughn est un guide de montagne expérimenté et il connaît les canyons et les sites Anasazi comme ses poches. Hey Vaughn? Hey, c'est toi, Josh? Ouais. Content de te voir. Content de te voir. Ça va? Ça va, il fait beau. On m'a dit que tu pouvais me montrer des sites vraiment perdus. On peut découvrir des trucs par là. Tu penses à un en particulier? Ouais, tiens, prends cette corde. Vaughn a passé les 20 dernières années à explorer les ruines Anasazi sur le plateau de Cedar Mesa dans l'Utah. Il a joué un rôle très important dans la préservation et l'interprétation de nombreux sites, et il est emballé à l'idée de m'emmener sur l'un de ses sites préférés. Attention là, ça a l'air raide. On roule aussi loin qu'on peut, le reste on le fera à pied. C'est loin là où on va? Oui. C'est difficile à atteindre, alors... Vaughn m'explique que le plateau est profondément entaillé par des dizaines de canyons. C'est ici que vivaient les Anasazi. Il faudra qu'on descende en rappel. Bon, on y est. Tu vois où on va? Oh, là-bas? Oui, en bas il y a des vestiges contre la paroi de la falaise. Et là-haut il y a encore d'autres ruines. Ah, juste en dessous de cette paroi. Incroyable. Des gens habitaient vraiment là? Oui, apparemment. Tu sais, c'est incroyable, mais les gens s'entassaient les uns sur les autres. C'était la phase finale, juste avant qu'ils abandonnent l'endroit. Les tribus étaient sur la défensive et ont commencé à se regrouper dans des endroits qui avaient de l'eau. Ils défendaient leur eau. J'imagine. Je pense que c'est une partie de l'explication. Ils sont là, ils ont construit des tours de guet. Si tu regardes de l'autre côté du canyon, tu verras une tour. Et une autre encore effondrée. Ça montre qu'ils contrôlaient ce petit ruisseau ici. Allons-y. D'accord. Les tours de guet m'intriguaient. Qui les Anasazi observaient-ils? Il y a un truc qui m'étonne à chaque fois que je vois ces vestiges. D'abord, c'est la manière dont ils se fondent dans le paysage. Si on ne sait pas où regarder, on peut les manquer, comme ça. Complètement les manquer. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils sont construits le long d'une paroi? A priori, c'est le pire endroit qui soit pour y construire un abri. Tu t'es déjà servi de cet arbre pour t'accrocher? Non.
Bon, ça a l'air d'aller. C'est quelle profondeur? Ça m'a l'air plutôt profond. Je finirai par être habitué à faire ce genre de choses. Du moment que la corde tient. La corde? Tu sais comment t'attacher et tout ça? Tu as déjà utilisé ce genre de matériel? Non, je ne fais pas beaucoup de rappels. Ah. Bon, tu es à l'aise? Marcher jusqu'au bord, ça ira encore. Mais tu n'as jamais... Utiliser de corde. Je croyais que tu avais dit que tu savais. Oui, mais je ne m'attache pas moi-même d'habitude. Tu te sens... Eh les mecs, c'est vous qui voyez. Ils s'en foutent si j'y passe. Ça ferait de la bonne télé. L'astuce, tu vois, c'est de... Je te l'ai déjà dit, je t'aime, maman. Il faut descendre jusqu'au fond. Tu es déjà descendu en rappel ici? Non. Bon, je ne sais pas, mais si tu te coinces là-dessous, je ne pourrais pas faire grand-chose pour toi. Si je me retrouve les pieds plus haut que la tête? Oui, ou... Qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre? Faire un saut périlleux? Oui. Essaie juste de comprendre comment ça marche. Bon, il y a 2 cordes. C'est épais, donc je lâche petit à petit. Comme ça, je freine, je garde les jambes écartées. Ça a l'air d'aller. Tant pis, c'est pour ça qu'on est là. Et bon, voilà, je commence la descente. La partie la plus difficile, c'est à peu près au milieu, quand la paroi disparaît. Une seule erreur ici, et je me retrouve avec les pieds plus haut que la tête, dans de drôles de draps. Je me trouve dans le sud-ouest de l'Utah, en train de descendre une falaise en rappel. Juste devant moi, il y a un surplomb, la partie la plus difficile. Si je glisse ici, je vais me retrouver la tête en bas, suspendu par une corde à des centaines de mètres en hauteur. J'ai passé le surplomb. J'entends d'ici le soupir de soulagement qu'a poussé mon guide, Von Adenfeld. C'est lui qui assure ma descente. C'est en explorant à pied ces falaises qu'on se rend vraiment compte des difficultés des Anasazi. Ici, sur le plateau de Cedar Mesa, dans l'Utah, je cherche à comprendre le mystère. Pourquoi les Anasazi ont-ils d'abord emménagé dans ces falaises avant de disparaître ensuite, il y a 800 ans? À Mesa Verde, les Indiens m'ont expliqué que c'était à cause de la sécheresse. Mais certains archéologues pensent qu'il y a sans doute bien d'autres causes, dont la violence. Regarde là-haut, cette grande spirale. C'est incroyable. Une spirale incroyable. Elle est vraiment grande. Le pigment est encore bien visible. Tu sais ce que ça veut dire? La spirale? Oui, j'ai entendu beaucoup de versions. Les Hopis et d'autres tribus encore disent que ça a une signification. Ça évoquerait une migration. Mais ça pourrait aussi être la marque de ces gens, juste pour dire « c'est nous, on est ici ». Le village est juste au-dessus? Oui, allons-y. On va jeter un coup d'œil. C'est la partie la plus intéressante. On va arriver juste au bord de la corniche. Ça commence à avoir un aspect défensif. Le mur, là. On a une bonne vue sur la tour de guet. Un grenier ici. Waouh, on peut encore voir les épis de maïs. Incroyable. Ces épis ont plus de 800 ans et ils sont encore ici. Comme s'ils avaient été laissés hier. Incroyable. On arrive au rebord de la corniche. C'est mon endroit préféré sur ce site. La petite ruine, les images gravées sur le roc, sur tout ce mur, un grand panneau, des empreintes d'ours, de lions des montagnes. Ici, il y a un bélier à grandes cornes, des figures anthropomorphiques. Ce grand zigzag qui barre toute la largeur du mur. Et la voilà, le meilleur pour la fin, au bout du sentier. Chérie, c'est moi.
Waouh, on est descendu de tout là-haut. Mais pourquoi vivre ici? Pourquoi construire ici? Je vois la tour de guet qu'on a vue en descendant. Peut-être pour la vue, il y a une vue incroyable. Mais je ne comprends pas. C'est vraiment difficile. Il a fallu qu'ils apportent ces pierres ici, ou alors qu'ils les détachent de la falaise. C'est tellement de travail. Alors pourquoi? Pourquoi vivre ici? Pourquoi amener ses enfants et ses petits-enfants et les faire vivre dans un endroit si dangereux? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui les a forcés à venir s'installer ici. Et penses-tu que c'est la guerre ou... Eh bien, une rivalité. Il y a certainement eu des conflits. Il y a bien dû y avoir quelque chose pour amener des gens à vivre dans ces endroits-là, au bord du précipice. Avoir un à-pic énorme juste devant sa porte d'entrée. Il faut fabriquer du mortier, apporter de l'eau ici pour faire le mortier, pour monter ces murs. C'est un effort énorme. C'est dur. L'eau la plus proche est tout en bas du canyon. C'est quoi ces trous? Une sorte de meurtrière. Mais on y voit quoi par là? Là, je vois surtout un gros rocher. Ça indiquait peut-être le chemin pour ceux qui montaient ici. Si tu regardes par là, par les meurtrières, souvent elles pointent dans des directions différentes et ça te permet de voir ce qui arrive. Pour certains, ça démontre un aspect défensif de cette architecture. Tu pourrais viser ton point d'eau. Tu pourrais observer la corniche, d'où quelqu'un peut approcher le site, peut-être pour t'attaquer. Certains interprètent ces trous comme un moyen de défense percé dans les murs. Tu sais, c'est la dernière structure sur toute cette corniche. Est-ce que c'était le dernier refuge? On ne sait pas. Bon, j'aimerais bien rester encore un peu.
corps ou des os ici même? Dans celui-ci, non. Mais on en a trouvé dans la kiva centrale et dans celle du bout. Tous portaient des traces de cannibalisme. Chacun d'entre eux, oui. Ils étaient brisés. Il y a beaucoup d'indices différents, très clairs. Le cannibalisme laisse des traces précises. Il faut retrouver 7 faits caractéristiques. Pour en énumérer quelques-uns, le frottement de la poterie sur les os, des fractures dites en bois vert, il faut retrouver les os ouverts avec la moelle extraite, des corps désarticulés, les crânes manquants, les vertèbres sont plus loin, pas de mains ni de pieds. On est en pleine controverse. Les Indiens s'opposent fermement à ce que l'on décrive leurs ancêtres comme des cannibales. Et pourtant, de nombreux archéologues estiment qu'on en trouve les preuves dans les ruines Anasazi. Ils citent les indices tels que le frottement de la poterie, ces endroits lisses qui se forment à la surface d'un os quand on le cuit dans un pot en terre. Mais ils citent aussi les traces de coupures et d'abrasions semblables à celles qu'on trouve sur les os d'animaux qui ont été mangés. Ce que me disait Archie, c'est que sur son site, ces preuves abondaient. Ici, on a découvert les restes d'un garçon de 14 ans et ceux d'un homme de 21 ans environ. Ils avaient été découpés et probablement consommés sur place parce qu'on a retrouvé des morceaux dans le foyer, mais aussi sur les bancs tout autour. On a réenterré ce qu'on a pu trouver dans le mur de l'autre kiva. On pense que les survivants ont quitté le pueblo après le massacre et qu'ils ont disparu. Qu'est-ce qui a fait penser à toute cette communauté qu'il était temps de partir? Eh bien, si je me replace à cette époque et dans ces lieux, et que j'avais des bandes de maraudeurs qui venaient jusqu'ici et détruisaient tout mon pueblo, qui fourrent des cadavres dans la kiva et tout ça, je pense que je me serais dit que ce n'est pas un bon endroit pour vivre, et je serais parti à la recherche d'un endroit plus sûr. Si je comprends bien, vous dites que ce n'était pas une guerre interne, mais une guerre contre des pillards qui venaient marauder par ici. Là, il y a tout un tas de théories. Moi, je pense qu'ils affrontaient des forces venues de l'extérieur. Mais est-ce que c'était une tribu voisine qui manquait de nourriture alors qu'eux en avaient, ou bien étaient-ce des tribus venues du Mexique? Là, tout le monde se perd en conjecture. Profitant du réseau Wi-Fi d'Archie, je recherche sur Internet des preuves du cannibalisme des Anasazi. On a trouvé des ossements suspects sur plus de 50 sites archéologiques. Ce n'est pas beaucoup si l'on considère l'ensemble de l'histoire des Anasazi. Mais ce qui est troublant, c'est que tous les indices tournent autour de la même période, qui commence vers l'an 900 et culmine vers l'an 1150. Ces dates correspondent précisément à l'époque où la civilisation Anasazi était dominée par un centre appelé Chaco Canyon, une ville aussi mystérieuse que grandiose. Chaco Canyon est au bout du monde, et je pars visiter la ville la plus étrange jamais bâtie par les Anasazi. Des os mutilés, des preuves de cannibalisme. Tout ce que m'avait dit Archie semblait indiquer que des choses terribles s'étaient passées dans le monde Anasazi vers le milieu du XIIe siècle. Tous les indices convergent vers Chaco Canyon, la plus grande réalisation des Anasazi dont il ne reste plus que des ruines désolées dans le désert du Nouveau-Mexique. À Cedar Mesa, tout indiquait que c'était la peur qui avait fait fuir les Anasazi dans les falaises. Pour comprendre les racines de cette peur, je devais aller à Chaco Canyon et découvrir ce qui avait fait tomber les murs de cette magnifique cité de pierre. Il faut que je voie ces ruines d'en haut. Alors j'ai appelé mon copain Bubba Peters pour qu'il me donne un coup de main. J'ai décidé d'utiliser un parapente à moteur, parce que le site de Chaco Canyon est si étendu qu'il me faut bien ça pour avoir une vue d'ensemble. Mais la force du vent peut rendre le vol délicat, et même très dangereux si je ne fais pas attention. Un ventilateur de 40 kg qui donne 28 chevaux. Un petit pas pour l'homme. Je peux ? Si vous êtes capable de courir pendant 10 mètres avec 40 kg sur le dos, alors vous pouvez faire du parapente à moteur. Par temps calme, on peut voler à 40 km/h et on peut rester en l'air pendant 3 heures avec seulement 12 litres d'essence. Ce n'est pas très cher pour avoir une vue pareille.
Mais ce qui est génial, c'est de voler lentement et bas. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Voilà Chaco Canyon. À son apogée entre 900 et 1150, c'était un centre culturel majeur pour toute la région des Four Corners. Il a fallu traîner des troncs d'arbres sur plus de 80 km pour construire ces énormes bâtiments. Le plus grand de tous, Pueblo Bonito, avait 4 ou 5 étages et plus de 800 pièces. Les archéologues estiment qu'1 millier de personnes y vivaient, ce qui a fait dire que c'était le plus grand immeuble d'habitation du monde jusqu'au 19e siècle. Il n'y a rien de pareil dans toute l'Amérique du Nord précolombienne. Une fois de plus, j'éprouvais le besoin de venir voir ça de plus près, à pied. Chaco Canyon était bien plus qu'une ville. C'était un centre de pouvoir et de cérémonie. On y venait de kilomètres à la ronde pour célébrer le culte des dieux dans des kivas comme celle-ci. Mais à partir de 1150, la ville fut complètement abandonnée et ses habitants se dispersèrent. Les archéologues essaient encore de comprendre ce qui s'est passé. Était-ce la sécheresse? Y avait-il une population trop nombreuse avec de trop maigres ressources? Ou bien un événement plus dramatique encore est-il à l'origine de la chute de la ville? Les murs de pierre à demi effondrés restent silencieux. Mais les poutres des plafonds offrent peut-être la réponse. Je suis dans une des rares pièces intactes de Pueblo Bonito. C'est vraiment une poutre préhistorique? Ah oui, c'est le plafond d'origine de cette pièce. Waouh! Et il faut aller jusqu'au cœur de la poutre? Oui, jusqu'au cœur de la poutre. Jouer de la perceuse dans une ancienne poutre, ça peut sembler étrange. Mais pour les archéologues qui étudient des structures comme Chaco, c'est l'un des instruments les plus importants. 12 volts portative. Je prélève un échantillon du cœur de la poutre, un petit morceau de bois qui permettra de déterminer la date de construction de la pièce. La dendrochronologie, c'est la méthode qui permet de dater un morceau de bois en étudiant ses anneaux de croissance. Et le grand spécialiste ici, c'est le docteur Jeff Dean. Quelle est la précision de l'information? Quand on aura analysé cet échantillon au labo, on pourra dire en quelle année cet arbre a été coupé. Vraiment? Oui, et ce n'est pas une mesure approximative. On dira par exemple, c'est en 1120 et ce sera en 1120, pas en 1119 ou en 1121. C'est assez profond? 2 minutes plus tard, ça y est. J'ai apporté ma petite contribution à la science. Je vais vous montrer ce qu'on a là. Ouvrez la main. On devrait avoir un échantillon de la poutre. C'est incroyable, c'est chaud. Vous pouvez souffler sur la sciure. Oh, j'ai fait tomber l'échantillon. Il est encore bon? Ça va. En fait, ce tout petit échantillon contient énormément d'informations. Je vais vous montrer ce qu'on vient de faire. Ça, c'est une section d'une autre poutre de Chaco. Donc, cet échantillon peut être daté en comparant la largeur de ses anneaux de croissance avec la largeur des anneaux de croissance de celui-ci. Attendez que je comprenne bien. Chaque anneau, c'est une année. Chaque anneau, c'est une année. Un anneau large, c'est une année humide. Un anneau étroit, c'est une année sèche. Et en comparant les deux, on peut savoir. On peut trouver où se place l'échantillon sur cette échelle, oui. Et ensuite, comment sait-on en quelle année c'était? Est-ce qu'il y a une carte, une échelle absolue? À quoi on le compare? Oui, ça, ce n'est qu'une partie de l'échelle. Et on compare cette série d'anneaux plus ou moins larges à ceci, et quand on trouve le pendant exact, on sait qu'on peut donner la date. Des milliers d'échantillons prélevés dans l'ouest des États-Unis ont permis d'établir un graphique qui représente les précipitations annuelles depuis l'an 450 jusqu'à aujourd'hui. Alors, d'après ce graphique, c'est la sécheresse qui a provoqué le déclin de Chaco. Eh bien, il y a eu une grave sécheresse et beaucoup de gens pensent que c'est la cause de l'abandon du site et la chute du système. C'est ce que vous croyez? Je pense que c'est un des facteurs, mais je pense que ce n'était pas le seul. Quels étaient les autres? Je crois que c'est la combinaison de la sécheresse, de conditions difficiles dans la plaine alluviale et de la densité de population. On voit bien que beaucoup de monde vivait dans ces ruines, donc ça fait 3 facteurs qui expliquent l'abandon du canyon. La sécheresse, ce n'est pas nouveau dans l'Ouest américain. Les habitants de Chaco Canyon en avaient surmonté d'autres auparavant. Et les études de Jeff prouvent que ces sécheresses sévères n'ont pas empêché le développement de la cité. Mais vers le XIIe siècle, la sécheresse l'a emporté.
Chaco est un endroit étrange, empli de bien d'autres mystères. Par exemple, comment les prêtres sont-ils devenus assez puissants pour faire construire ce centre de cérémonie? Selon Archie Hansen, l'une des hypothèses, c'est que des Indiens sont venus du Mexique. Certains archéologues pensent qu'ils ont envahi Chaco et terrorisé ses habitants. Je connais le Mexique. Je sais que les Toltecs et les Aztèques pratiquaient des sacrifices humains sanglants. J'ai vu les étagères sur lesquelles ils alignaient les crânes de leurs ennemis. Cela explique peut-être pourquoi le cannibalisme apparaît soudain dans l'histoire des Anasazi. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Si seulement ces pierres pouvaient parler. Les Anasazi ne nous ont pas laissé d'écrits. Est-ce que Chaco a été la scène d'abominables sacrifices qui gagnèrent ensuite le monde Anasazi? Est-ce là la clé du mystère Anasazi? La réponse se trouve peut-être dans une ancienne ville fantôme. Les Indiens Navajo, qui vivent aujourd'hui dans la région des Four Corners, ont toujours évité Chaco Canyon. Quand on leur demande pourquoi, ils disent « Il s'est passé quelque chose de mauvais là-bas. Je vais essayer d'apprendre ce que ça peut bien être. » Jeff Dean pense que la sécheresse et la surpopulation ont causé la fin de Chaco. D'autres archéologues estiment que des forces plus sinistres ont aussi contribué à cette chute. Les prêtres ont peut-être exercé des violences contre les gens, et même utilisé le cannibalisme pour les contrôler. Mais les preuves manquent encore. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi la chute de Chaco a eu tant de répercussions dans le monde Anasazi. Est-ce de là que vient la peur qui a poussé les Anasazi à se réfugier dans les falaises? Aujourd'hui, les archéologues cherchent des réponses au mystère de Chaco dans les petits villages des alentours qui nourrissaient les habitants de la grande ville. Le docteur John Kantner et ses étudiants en archéologie de l'Université de Géorgie fouillent les ruines d'un de ces villages. J'espère que John saura m'en dire un peu plus sur les événements qui ont bouleversé Chaco. C'est quoi le site que vous fouillez? C'est une petite habitation. Le village qui vivait ici comportait une quarantaine ou une cinquantaine de ces petites maisons. Et Chaco Canyon se trouve à environ 80 km. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, en quoi est-ce que ce site vous renseigne sur l'essor et le déclin de Chaco? Chaco avait très peu de ressources dans le canyon même. Il y a un peu d'eau, mais il pouvait faire un peu de culture. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. C'est un trou perdu. C'est un des endroits les plus désolés qu'on puisse trouver dans tout le sud-ouest. Ces villages ici sont bien mieux situés. Le climat est plus favorable, il y a plus de matériaux de construction, plus de bois. Donc c'était les gens d'ici qui fournissaient presque tout aux gens de Chaco Canyon. Tout ce que Chaco consommait devait venir de l'extérieur. Ça venait des gens qui vivaient dans des petits villages comme celui-ci. Donc les gens d'ici avaient tout ce qu'il leur fallait? Oui, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Alors qu'est-ce que Chaco avait qu'ils n'avaient pas? C'est la grande question. C'est ce qu'on est en train de rechercher. La plupart des archéologues sont d'accord pour dire que Chaco était devenu un centre de pèlerinage renommé, basé sur des croyances religieuses auxquelles les gens de ce village adhéraient eux aussi. Personne ne sait en quoi consistait la religion des habitants de Chaco. Mais bien des archéologues pensent qu'elle avait un côté obscur qui expliquerait les cas de cannibalisme et pourquoi des villageois feraient près de 80 km à pied pour approcher de cette source de pouvoir. Et les gens croyaient tellement à ce qui se passait à Chaco qu'ils étaient prêts à fournir tout ce qui était nécessaire à son existence. Et puis je crois que Chaco a commencé à faire ce que les anthropologues appellent matérialiser une croyance religieuse. Pour matérialiser cette croyance, il crée des objets. Il crée des objets et si ces objets sont importants pour le système religieux, pour ses rites, pour les cérémonies, alors cela veut dire que le système peut être contrôlé. Les autres peuples ont besoin de ces objets, les turquoises, les coquillages. Et les gens d'ici se sont mis à croire qu'ils avaient besoin de ces objets. Alors, pour obtenir ces objets, il a fallu qu'ils aillent à Chaco, qu'ils y apportent des choses à échanger contre ces petits morceaux de croyances religieuses matérialisées. Un petit morceau de cette religion qu'ils peuvent rapporter ensuite chez eux, et c'est ainsi qu'ils nourrissent le système qu'ils espèrent voir réussir chez eux.
Tandis que je me promène au milieu des fouilles, j'observe une fois de plus à quel point l'archéologie est un travail méticuleux. Il faut trouver des réponses en rassemblant des milliers de fragments de turquoise, d'os, des tessons de poterie. Il faut parfois des années pour répondre à la plus simple des questions. Et encore, il reste toujours des débats en suspens. Vous m'avez bien fait comprendre les liens qui unissent cette communauté à la culture Chaco, mais comment est-ce que ça s'est écroulé? Eh bien, le pouvoir et l'autorité des prêtres de Chaco étaient basés sur un système de croyances, et c'est tout ce qu'ils avaient. C'est comme un château de cartes. Si une seule de ces cartes disparaît, alors l'ensemble s'effondre. Quelle est cette carte alors qui a disparu? Au début du XIIe siècle, il y a eu une sécheresse. Elle n'était pas particulièrement grave par comparaison avec d'autres sécheresses que les habitants des pueblos avaient subies. Mais c'était suffisant pour créer des problèmes. Essentiellement, il y a eu un vide du pouvoir et ça a conduit au chaos social. Et le chaos social a mené à la violence? Je pose la question à John. Est-ce la raison qui a poussé les Anasazi à fuir dans les falaises? Dans certaines parties du monde Pueblo, c'est exactement ce qui est arrivé. La violence et les conflits qui ont été la conséquence de ce vide du pouvoir ont poussé les gens à chercher refuge dans les falaises. Vers le nord, comme à Mesa Verde? Exactement. L'hypothèse de John est plutôt logique. Pensez à ces milliers de gens qui fuient Chaco, qui cherchent un refuge du côté des Four Corners. La concurrence a dû être féroce. Il n'est pas difficile d'imaginer la dureté des conflits. Le moment est venu d'assembler les pièces du puzzle. Mais il me manque encore un dernier élément. Sur les fouilles de John Cantner, j'ai appris que beaucoup d'archéologues pensent que la chute de Chaco Canyon vers le milieu du XIIe siècle a entraîné le monde Anasazi dans le chaos et la violence. C'est à peu près à la même époque que le cannibalisme s'est développé et qu'ont eu lieu les massacres dans le pueblo d'Archie Hansen. Est-ce là la clé du mystère? La raison pour laquelle les Anasazi ont fui dans les falaises et abandonné ensuite les Four Corners. Mais il y a encore une facette à cette histoire. Les Indiens qui vivent au sud des Four Corners prétendent descendre des Anasazi. Les Pueblos, les Zuni, les Hopi ont chacun leur version orale de l'histoire de leurs ancêtres. J'ai parlé avec une Hopi à Mesa Verde, Larissa Kumawan. D'après elle, les Anasazi se sont installés dans les falaises pour être plus près des sources. Je vais maintenant entendre une version Hopi plus complète. Je suis dans le sud-est de l'Utah, près de la rivière San Juan, pour observer les gravures rupestres. Il y a des pétroglyphes un peu plus bas le long de la rivière. J'ai demandé à quelques anciens de la tribu des Hopi de m'accompagner pour cette descente sur la rivière. Wilton Kuyauema et Delton Taylor viennent de la réserve Hopi dans l'Arizona, au sud des Four Corners. Dawa Taylor est le fils de Dalton. On m'a prévenu que les Indiens qui affirment descendre des Anasazi n'aiment guère partager leurs histoires de clans. Ils les considèrent comme de leur domaine privé, et je dois faire attention à mes questions. Vous avez une opinion sur les Anasazi, ce qu'ils faisaient ici? Ah, les Anasazi. Il y a un malentendu sur le monde Anasazi. En langue Hopi, nous les appelons les Isatsanom, les hommes du passé. Le terme Anasazi n'est pas du goût de ceux qui se proclament leurs descendants. C'est un mot navarro qui veut dire anciens ennemis. Aujourd'hui, la plupart préfèrent utiliser le terme anciens habitants des Pueblos plutôt qu'Anasazi. Nous approchons d'une boucle de la rivière. Les anciens sont silencieux, alors moi aussi. J'espère que les pétroglyphes que nous verrons bientôt leur délieront la langue. On s'arrête pour observer des gravures rupestres. Des figures grandeur nature gravées par les anciens Anasazi, il y a 1500 ans. Mais elles sont trop anciennes. Les Hopi ne savent pas comment les interpréter.
Pourtant, tout près, il y a d'autres gravures qu'il trouve plus familières. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut. Ah oui, c'est la spirale. C'est une histoire de migration là-haut, de migration. Ici c'est le centre de l'endroit qu'ils occupaient. Et quand ils s'en vont, ils partent par là. Pour les Hopi, la spirale veut dire que leur peuple est passé par ici, à cet endroit des Four Corners. Pour eux, le mystère des Anasazi, c'est seulement une histoire de migration. Ils ont abandonné l'endroit parce qu'il était temps pour eux de s'en aller, pas parce que le chaos et la violence régnaient. Après plusieurs heures passées ensemble, je me sens assez à l'aise pour poser à Wilton la question la plus difficile. Est-ce que les Anasazi étaient cannibales? Non, pas vraiment. Comment le savez-vous? Parce que au moment où la migration a commencé, il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ennemis. Jusqu'à ce que le second groupe, les Navajos et les Paiutes, arrivent et fassent la guerre au peuple Hopi. Pour les Hopi, il n'y avait pas d'ennemis avant les Navajos. Et ils n'arrivèrent dans la région que bien après le départ des Anasazi. Mais et si l'ennemi n'était pas un envahisseur? Je me souviens de ce que m'a dit Vaughn sur cette corniche de Cedar Mesa. Pour moi, il y avait toutes sortes de conflits ici. Il y en avait probablement parmi les gens qui vivaient ici. Ce n'étaient pas nécessairement des éléments extérieurs. Certains pensent qu'il y aurait eu une influence extérieure, de gens qui seraient venus ici et qu'il y aurait eu des rivalités. Pour moi, c'était des gens qui venaient peut-être du canyon voisin. Ce que j'ai appris de Vaughn, d'Archie et de John Cantner, c'est que ce sont sans doute la violence et la guerre qui ont fait fuir les Anasazi dans les falaises. Mais il est presque certain que l'ennemi n'était autre que les Anasazi eux-mêmes. Quant à la deuxième partie du mystère, l'histoire de migration des Hopi est vraisemblable. Les Anasazi n'ont pas disparu. Ils ont simplement quitté la région des Four Corners. Les anneaux de croissance des arbres montrent qu'une grave sécheresse s'est abattue sur la région vers la fin du XIIIe siècle. Épuisés par des décennies de combats, les survivants ont probablement fait ce que leurs ancêtres avaient fait longtemps avant eux. Ils ont émigré vers le sud pour commencer une nouvelle vie. Lors de notre dernier arrêt, nous visitons les ruines de River House. C'était un endroit sacré pour les anciens Anasazi, comme pour les Hopi d'aujourd'hui. Faites attention, réveillez-vous. Nous faisons une offrande de maïs pilé. Un jour, peut-être, de nouveaux éléments permettront d'apporter une réponse définitive. Mais aujourd'hui, les archéologues et les habitants des Pueblos continuent à débattre, à la recherche de nouveaux indices cachés dans les parois verticales des canyons américains. Et puis, moins de 50 ans plus tard, ils ont quitté leur maison, abandonnant derrière eux la plupart de leurs possessions, comme s'ils avaient l'intention de revenir. Mais au lieu de ça, ils se sont évanouis dans la nature. Ont-ils été envahis par une autre tribu? Ont-ils succombé à la sécheresse? Pourquoi cette civilisation complexe s'est-elle soudain effondrée? Que s'est-il passé? Mes recherches commencent avec Lorissa Kumawan. C'est une des gardes du parc national de Mesa Verde. Lorissa fait partie de la tribu des Hopi. Et depuis des années, elle guide les visiteurs sur les ruines. Les Hopi prétendent qu'ils descendent des Anasazi. Et Lorissa va pouvoir m'éclairer. Il n'y a aucune rivière, pas le moindre ruisseau au fond de ces canyons. Donc leur seule source d'eau devait être les suintements de la roche. Il n'y a pas d'eau en bas. La seule source, c'était... Au fond de ces grottes ici.
On pense que c'est pour ça qu'ils ont quitté le sommet des Mesas pour venir s'installer ici, le long des falaises. Si on a la source ici, pourquoi ne pas s'installer tout près? La réponse de Lorissa était pleine de bon sens, mais je trouvais qu'elle oubliait un point important. Les Anasazi pouvaient très bien accéder aux sources sans avoir à vivre à flanc de falaise. Pourquoi imposer un tel risque à toute la communauté? Aujourd'hui, beaucoup d'archéologues pensent que les anciens Anasazi avaient un côté bien plus sombre, caractérisé par les massacres et même le cannibalisme. Et si la violence était à l'origine de ce déménagement vers les falaises? Les habitations troglodytes de Mesa Verde sont impressionnantes, mais il y en a des centaines d'autres dans la région. Voir d'autres villages m'aiderait peut-être à comprendre pourquoi les Anasazi s'étaient déplacés. Mais il me fallait un point de vue radicalement différent. Ça, c'est un bimoteur biplace expérimental. Il n'a peut-être pas tous les équipements requis par les autorités, mais son cockpit ouvert en fait l'instrument idéal pour rechercher des habitations troglodytes. Ils s'occupent de leurs caméras et de leurs plans de vol. Mais ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de savoir si on va survivre. Mon pilote, c'est Skip Langui. Il pilotait des Mustang P-51 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas de parachute. Moi non plus, comme ça on est à égalité. Après ces quelques mots d'encouragement, on décolle dans un avion qui a l'air fait avec des élastiques et du balsa. Cette région s'appelle les Forts. Mais est-ce que c'était une tribu voisine qui manquait de nourriture alors qu'eux en avaient, ou bien étaient-ce des tribus venues du Mexique? Là, tout le monde se perd en conjectures. Profitant du réseau Wi-Fi d'Archie, je recherche sur Internet des preuves du cannibalisme des Anasazi. On a trouvé des ossements suspects sur plus de 50 sites archéologiques. Ce n'est pas beaucoup si l'on considère l'ensemble de l'histoire des Anasazi. Mais ce qui est troublant, c'est que tous les indices tournent autour de la même période, qui commence vers l'an 900 et culmine vers l'an 1150. Ces dates correspondent précisément à l'époque où la civilisation Anasazi était dominée par un centre appelé Chaco Canyon, une ville aussi mystérieuse que grandiose. Chaco Canyon est au bout du monde, et je pars visiter la ville la plus étrange jamais bâtie par les Anasazi. Des os mutilés, des preuves de cannibalisme. Tout ce que m'avait dit Archie semblait indiquer que des choses terribles s'étaient passées dans le monde Anasazi vers le milieu du XIIe siècle. Tous les indices convergent vers Chaco Canyon, la plus grande réalisation des Anasazi dont il ne reste plus que des ruines désolées dans le désert du Nouveau-Mexique. À Cedar Mesa, tout indiquait que c'était la peur qui avait fait fuir les Anasazi dans les falaises. Pour comprendre les racines de cette peur, je devais aller à Chaco Canyon et découvrir ce qui avait fait tomber les murs de cette magnifique cité de pierre. Il faut que je voie ces ruines d'en haut. Alors j'ai appelé mon copain Bubba Peters pour qu'il me donne un coup de main. J'ai décidé d'utiliser un parapente à moteur parce que le site de Chaco Canyon est si étendu qu'il me faut bien ça pour avoir une vue d'ensemble. Mais la force du vent peut rendre le vol délicat et même très dangereux si je ne fais pas attention. Un ventilateur de 40 kg qui donne 28 chevaux. Un petit pas pour l'homme. Je peux? Si vous êtes capable de courir pendant 10 mètres avec 40 kg sur le dos, alors vous pouvez faire du parapente à moteur. Par temps calme, on peut voler à 40 km/h et on peut rester en l'air pendant 3 heures avec seulement 12 litres d'essence. Ce n'est pas très cher pour avoir une vue pareille. Mais ce qui est génial, c'est de voler lentement et bas. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir. John est plutôt logique.
Pensez à ces milliers de gens qui fuient Chaco, qui cherchent un refuge du côté des Four Corners. La concurrence a dû être féroce. Il n'est pas difficile d'imaginer la dureté des conflits. Le moment est venu d'assembler les pièces du puzzle. Mais il me manque encore un dernier élément. Sur les fouilles de John Cantner, j'ai appris que beaucoup d'archéologues pensent que la chute de Chaco Canyon vers le milieu du XIIe siècle a entraîné le monde Anasazi dans le chaos et la violence. C'est à peu près à la même époque que le cannibalisme s'est développé et qu'ont eu lieu les massacres dans le pueblo d'Archie Hansen. Est-ce là la clé du mystère? La raison pour laquelle les Anasazi ont fui dans les falaises et abandonné ensuite les Four Corners. Mais il y a encore une facette à cette histoire. Les Indiens qui vivent au sud des Four Corners prétendent descendre des Anasazi. Les Pueblos, les Zuni, les Hopi ont chacun leur version orale de l'histoire de leurs ancêtres. J'ai parlé avec une Hopi à Mesa Verde, Larissa Kumawan. D'après elle, les Anasazi se sont installés dans les falaises pour être plus près des sources. Je vais maintenant entendre une version Hopi plus complète. Je suis dans le sud-est de l'Utah, près de la rivière San Juan, pour observer les gravures rupestres. Il y a des pétroglyphes un peu plus bas le long de la rivière. J'ai demandé à quelques anciens de la tribu des Hopi de m'accompagner pour cette descente sur la rivière. Wilton Kuyauema et Delton Taylor viennent de la réserve Hopi dans l'Arizona, au sud des Four Corners. Dawa Taylor est le fils de Dalton. On m'a prévenu que les Indiens qui affirment descendre des Anasazi n'aiment guère partager leurs histoires de clans. Ils les considèrent comme de leur domaine privé, et je dois faire attention à mes questions. Vous avez une opinion sur les Anasazi, ce qu'ils faisaient ici? Ah, les Anasazi. Il y a un malentendu sur le monde Anasazi. En langue Hopi, nous les appelons les Isatsanom, les hommes du passé. Le terme Anasazi n'est pas du goût de ceux qui se proclament leurs descendants. C'est un mot navajo qui veut dire anciens ennemis. Aujourd'hui, la plupart préfèrent utiliser le terme anciens habitants des Pueblos plutôt qu'Anasazi. Nous approchons d'une boucle de la rivière. Les anciens sont silencieux. On s'arrête pour observer des gravures rupestres. Des figures grandeur nature gravées par les anciens Anasazi, il y a 1500 ans. Mais elles sont trop anciennes. Les Hopi ne savent pas comment les interpréter. Pourtant, tout près, il y a d'autres gravures qu'ils trouvent plus familières. On dirait qu'il y a quelque chose là-haut. Ah oui, c'est la spirale. C'est une histoire de migration là-haut, de migration. Ici c'est le centre de l'endroit qu'ils occupaient. Et quand ils s'en vont, ils partent par là. Pour les Hopi, la spirale veut dire que leur peuple est passé par ici, à cet endroit des Four Corners. Pour eux, le mystère des Anasazi, c'est seulement une histoire de migration. Ils ont abandonné l'endroit parce qu'il était temps pour eux de s'en aller, pas parce que le chaos et la violence régnaient. Après plusieurs heures passées ensemble, je me sens assez à l'aise pour poser à Wilton la question la plus difficile. Est-ce que les Anasazi étaient cannibales? Non, pas vraiment. Comment le savez-vous? Parce que, au moment où la migration a commencé, il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ennemis. Jusqu'à ce que le second groupe, les Navajo et les Paiutes, arrivent et fassent la guerre au peuple Hopi. Pour les Hopi, il n'y avait pas d'ennemis avant les Navajo. Et ils n'arrivèrent dans la région que bien après le départ des Anasazi. Mais et si l'ennemi n'était pas un envahisseur? Je me souviens de ce que m'a dit Vaughn sur cette corniche de Cedar Mesa.
Pour moi, il y avait toutes sortes de conflits ici. Et il y en avait probablement parmi les gens qui vivaient ici. Ce n'étaient pas nécessairement des éléments extérieurs. Certains pensent qu'il y aurait eu une influence extérieure, de gens qui seraient venus ici, et qu'il y aurait eu des rivalités. Pour moi, c'était des gens qui venaient peut-être du canyon voisin. Ce que j'ai appris de Vaughn, d'Archie et de John Cantner, c'est que ce sont sans doute la violence et la guerre qui ont fait fuir les Anasazi dans les falaises. Mais il est presque certain que l'ennemi n'était autre que les Anasazi eux-mêmes. Quant à la deuxième partie du mystère, l'histoire de migration des Hopis est vraisemblable. Les Anasazi n'ont pas disparu. Ils ont simplement quitté la région des Four Corners. Les anneaux de croissance des arbres montrent qu'une grave sécheresse s'est abattue sur la région vers la fin du XIIIe siècle, correspondent précisément à l'époque où la civilisation Anasazi était dominée par un centre appelé Chaco Canyon, une ville aussi mystérieuse que grandiose. Chaco Canyon est au bout du monde, et je pars visiter la ville la plus étrange jamais bâtie par les Anasazi. Des os mutilés, des preuves de cannibalisme. Tout ce que m'avait dit Archie semblait indiquer que des choses terribles s'étaient passées dans le monde Anasazi vers le milieu du XIIe siècle. Tous les indices convergent vers Chaco Canyon, la plus grande réalisation des Anasazi dont il ne reste plus que des ruines désolées dans le désert du Nouveau-Mexique. À Cedar Mesa, tout indiquait que c'était la peur qui avait fait fuir les Anasazi dans les falaises. Pour comprendre les racines de cette peur, je devais aller à Chaco Canyon et découvrir ce qui avait fait tomber les murs de cette magnifique cité de pierre. Il faut que je voie ces ruines d'en haut. Alors j'ai appelé mon copain Bubba Peters pour qu'il me donne un coup de main. J'ai décidé d'utiliser un parapente à moteur parce que le site de Chaco Canyon est si étendu qu'il me faut bien ça pour avoir une vue d'ensemble. Mais la force du vent peut rendre le vol délicat et même très dangereux si je ne fais pas attention. Un ventilateur de 40 kg qui donne 28 chevaux. Un petit pas pour l'homme. Je peux ? Si vous êtes capable de courir pendant 10 mètres avec 40 kg sur le dos, alors vous pouvez faire du parapente à moteur. Par temps calme, on peut voler à 40 km/h et on peut rester en l'air pendant 3 heures avec seulement 12 litres d'essence. Ce n'est pas très cher pour avoir une vue pareille. Mais ce qui est génial, c'est de voler lentement et bas. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Voilà Chaco Canyon. À son apogée entre 900 et 1150, c'était un centre culturel majeur pour toute la région des Four Corners. Il a fallu traîner des troncs d'arbres sur plus de 80 km pour construire ces énormes bâtiments. Le plus grand de tous, Pueblo Bonito, avait 4 ou 5 étages et plus de 800 pièces. Les archéologues estiment qu'1 millier de personnes y vivaient, ce qui a fait dire que c'était le plus grand immeuble d'habitation du monde jusqu'au 19e siècle. Il n'y a rien de pareil dans toute l'Amérique du Nord précolombienne.
Trouvé des corps ou des os ici même? Dans celui-ci, non. Mais on en a trouvé dans la kiva centrale et dans celle du bout. Tous portaient des traces de cannibalisme. Chacun d'entre eux, oui. Ils étaient brisés. Il y a beaucoup d'indices différents, très clairs. Le cannibalisme laisse des traces précises. Il faut retrouver 7 faits caractéristiques. Pour en énumérer quelques-uns, le frottement de la poterie sur les os, des fractures dites en bois vert, il faut retrouver les os. Les corps disent que ça a une signification. Ça évoquerait une migration. Mais ça pourrait aussi être la marque de ces gens, juste pour dire « c'est nous, on est ici ». Le village est juste au-dessus? Oui, allons-y. On va jeter un coup d'œil. C'est la partie la plus intéressante. On va arriver juste au bord de la corniche. Ça commence à avoir un aspect défensif. Le mur, là. On a une bonne vue sur la tour de guet. Un grenier ici. Waouh, on peut encore voir les épis de maïs. Incroyable. Ces épis ont plus de 800 ans et ils sont encore ici. Comme s'ils avaient été laissés hier. Incroyable. On arrive au rebord de la corniche. C'est mon endroit préféré sur ce site. La petite ruine, les images gravées sur le roc, sur tout ce mur, un grand panneau, des empreintes d'ours, de lions des montagnes. Ici, il y a un bélier à grandes cornes, des figures anthropomorphiques. Ce grand zigzag qui barre toute la largeur du mur. Et la voilà, le meilleur pour la fin, au bout du sentier. Chérie, c'est moi. Waouh, on est descendu de tout là-haut. Mais pourquoi vivre ici? Pourquoi construire ici? Je vois la tour de guet qu'on a vue en descendant. Peut-être pour la vue, il y a une vue incroyable. Mais je ne comprends pas. C'est vraiment difficile. Il a fallu qu'ils apportent ces pierres ici, ou alors qu'ils les détachent de la falaise. C'est tellement de travail. Alors pourquoi? Pourquoi vivre ici? Pourquoi amener ses enfants et ses petits-enfants et les faire vivre dans un endroit si dangereux? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui les a forcés à venir s'installer ici. Et penses-tu que c'est la guerre ou... Eh bien, une rivalité. Il y a certainement eu des conflits. Il y a bien dû y avoir quelque chose pour amener des gens à vivre dans ces endroits-là, au bord du précipice. Avoir un à-pic énorme juste devant sa porte d'entrée. Il faut fabriquer du mortier, apporter de l'eau ici pour faire le mortier, pour monter ces murs. Jeff Dean pense que la sécheresse et la surpopulation ont causé la fin de Chaco. D'autres archéologues estiment que des forces plus sinistres ont aussi contribué à cette chute. Les prêtres ont peut-être exercé des violences contre les gens, et même utilisé le cannibalisme pour les contrôler. Mais les preuves manquent encore. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi la chute de Chaco a eu tant de répercussions dans le monde Anasazi. Est-ce de là que vient la peur qui a poussé les Anasazi à se réfugier dans les falaises? Aujourd'hui, les archéologues cherchent des réponses au mystère de Chaco dans les petits villages des alentours qui nourrissaient les habitants de la grande ville. Le docteur John Kantner et ses étudiants en archéologie de l'Université de Géorgie fouillent les ruines d'un de ces villages. J'espère que John saura m'en dire un peu plus sur les événements qui ont bouleversé Chaco. C'est quoi le site que vous fouillez? C'est une petite habitation. Le village qui vivait ici comportait une quarantaine ou une cinquantaine de ces petites maisons. Et Chaco Canyon se trouve à environ 80 km. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, en quoi est-ce que ce site vous renseigne sur l'essor et le déclin de Chaco? Chaco avait très peu de ressources dans le canyon même. Il y a un peu d'eau, mais il pouvait faire un peu de culture. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. C'est un trou perdu,
C'est un des endroits les plus désolés qu'on puisse trouver dans tout le sud-ouest. Ces villages ici sont bien mieux situés. Le climat est plus favorable, il y a plus de matériaux de construction, plus de bois. Donc c'était les gens d'ici qui fournissaient presque tout aux gens de Chaco Canyon. Tout ce que Chaco consommait devait venir de l'extérieur. Ça venait des gens qui vivaient dans des petits villages comme celui-ci. Donc les gens d'ici avaient tout ce qu'il leur fallait. Oui, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Alors qu'est-ce que Chaco avait qu'ils n'avaient pas? C'est la grande question. C'est ce qu'on est en train de rechercher. La plupart des archéologues sont d'accord pour dire que Chaco était devenu un centre de pèlerinage renommé, basé sur des croyances religieuses auxquelles les gens de ce village adhéraient eux aussi. Personne ne sait en quoi consistait la religion des habitants de Chaco. Mais bien des archéologues pensent qu'elle avait un côté obscur qui expliquerait les cas de cannibalisme et pourquoi des villageois feraient près de 80 km à pied pour approcher de cette source de pouvoir. Et les gens croyaient tellement à ce qui se passait à Chaco qu'ils étaient prêts à fournir tout ce qui était nécessaire à son existence. Et puis je crois que Chaco a commencé à faire ce que les anthropologues appellent matérialiser une croyance religieuse. Pour matérialiser cette croyance, il crée des objets. Il crée des objets et si ces objets sont importants pour le système religieux, les gens, juste pour dire, c'est nous, on est ici. Le village est juste au-dessus? Oui, allons-y. On va jeter un coup d'œil. C'est la partie la plus intéressante. On va arriver juste au bord de la corniche. Ça commence à avoir un aspect défensif. Le mur, là.
On a une bonne vue sur la tour de guet. Un grenier ici. Waouh, on peut encore voir les épis de maïs. Incroyable. Ces épis ont plus de 800 ans et ils sont encore ici. Comme s'ils avaient été laissés hier. Incroyable. On arrive au rebord de la corniche. C'est mon endroit préféré sur ce site. La petite ruine, les images gravées sur le roc, sur tout ce mur, un grand panneau, des empreintes d'ours, de lions des montagnes. Ici, il y a un bélier à grandes cornes, des figures anthropomorphiques. Ce grand zigzag qui barre toute la largeur du mur. Et la voilà, le meilleur pour la fin, au bout du sentier. Chérie, c'est moi. Waouh, on est descendu de tout là-haut. Mais pourquoi vivre ici? Pourquoi construire ici? Je vois la tour de guet qu'on a vue en descendant. Peut-être pour la vue, il y a une vue incroyable. Mais je ne comprends pas. C'est vraiment difficile. Il a fallu qu'ils apportent ces pierres ici, ou alors qu'ils les détachent de la falaise. C'est tellement de travail. Alors pourquoi? Pourquoi vivre ici? Pourquoi amener ses enfants et ses petits-enfants et les faire vivre dans un endroit si dangereux? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui les a forcés à venir s'installer ici. Et penses-tu que c'est la guerre ou... Eh bien, une rivalité. Il y a certainement eu des conflits. Il y a bien dû y avoir quelque chose pour amener des gens à vivre dans ces endroits-là, au bord du précipice. Avoir un à-pic énorme juste devant sa porte d'entrée. Il faut fabriquer du mortier, apporter de l'eau ici pour faire le mortier, pour monter ces murs. C'est un effort énorme, c'est dur. L'eau la plus proche est tout en bas du canyon.